Tout d'abord, merci de m'accueillir dans cette magnifique université, au départ à l'occasion de la thèse de Francky, et aujourd'hui pour la conférence. Ça me fait très plaisir et ça me donne l'occasion de visiter votre très très beau pays. Voilà. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui... Ah, merci. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est assez ambitieux, d'une certaine manière. C'est de vous convaincre, tout du moins de vous sensibiliser, à l'idée que l'économie, disons-le, c'est une science comme les autres. Voilà. C'est une science comme les autres, parce qu'une science, contrairement à ce qu'on pense un peu simplement, ça se définit pas par l'objet d'étude. Une science, elle se définit par les méthodes qu'elle utilise. Les méthodes qu'elle utilise, ce sont les méthodes que se donne la communauté des chercheurs qui se reconnaissent dans, par exemple, économistes du travail. On les trouve dans toutes les universités du monde entier, dans les centres de recherche, voire dans les services publics. Voilà. Et quand il y a une masse critique de chercheurs, avec un consensus sur les méthodes d'évaluation, on peut parler tout simplement de science. Voilà. C'est ça qui caractérise la science, et ce que je voudrais donc faire aujourd'hui, c'est vous sensibiliser à cette idée, avec comme focus l'évaluation des politiques d'emploi. Parce que le mot important, c'est évaluation. Ce qui va distinguer une science de, appelons ça des croyances, ou je ne sais pas, c'est effectivement comment vous avez décidé qu'un résultat est validé ou pas. Okay. Bon, et ça, c'est le problème de l'évaluation. Okay. Est-ce que tel résultat est validé ou pas? Vous avez le droit d'avoir n'importe quelle idée, attention. Hein. On parlait hier avec Christian de ceux qui pensent que la Terre est plate, par exemple. Ils ont le droit de penser que la Terre est plate. Simplement, ils doivent le prouver avec les méthodes de la communauté à laquelle ils appartiennent, c'est-à-dire avec les méthodes des physiciens, astrophysiciens, etc., etc. Bon, voilà. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment les économistes font leur révolution. Il y a une révolution, incontestablement, dans les 20-30 dernières années, de l'évaluation. Et l'évaluation, elle s'est focalisée sur une chose simple, c'est établir une relation de causalité. Ça a l'air tout bête, ce que je dis, évidemment. Mais ce qui distingue la science, entre guillemets, avec le reste de la connaissance, c'est d'établir des liens de causalité. C'est ça qui distingue. L'économie, elle va s'intéresser, par exemple, aux causes de la croissance, voilà, aux causes du chômage, aux causes des inégalités. Voilà. Elle doit, pour cela, avoir des méthodes bien établies. Alors, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est un petit peu théorique au départ, mais bon... On ne se refait pas, hein. Je suis un universitaire et j'ai les défauts habituels des universitaires. La première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la différence entre corrélation et causalité. D'une certaine manière, on peut même dire que la corrélation, c'est l'ennemi de la causalité. La corrélation, c'est tout simplement constater que deux grandeurs, deux variables, évoluent de manière parallèle, ou au contraire, s'écartent. Voilà, avec une certaine régularité. Ça prouve pas grand-chose. Ça prouve pas grand-chose parce que la corrélation n'a rien à voir avec la causalité. Il faut faire très attention à ça. Et dans les politiques de l'emploi, hein, il y aura pas mal d'exemples que je vais prendre. C'est un grand danger. Un grand danger. Plus généralement, le grand classique du problème de la corrélation et de la causalité en économie, c'est les variations du produit intérieur brut et les variations des dépenses publiques. On voit effectivement que le PIB, quand il augmente, les dépenses publiques augmentent. Donc il y a effectivement une corrélation positive. Mais est-ce une causalité ou est-ce une corrélation? Et si on se trompe, c'est-à-dire si on pense que c'est le PIB qui va accroître les dépenses publiques, ou si c'est le fait de dépenser plus en dépenses publiques qui va augmenter le PIB, on a le sens de la causalité complètement différent. Et donc, on va avoir des politiques différentes. Et donc, c'est grave à ce moment-là, parce que si on se trompe sur le sens de la causalité, on va forcément avoir des politiques économiques qui vont pas marcher et qui risquent d'aggraver la situation. Alors,
Comment on fait pour avoir une relation de causalité? Je vais prendre tout de suite un exemple, hein, quand on viendra sur les emplois aidés. Bon, les emplois aidés, on va en parler un petit peu. Disons que M. Martin, il a bénéficié d'un emploi aidé, et on a constaté, je ne sais pas, au bout de 6 mois, 1 an, qu'il s'est retrouvé en emploi dans tel ou tel secteur. Qu'est-ce que ça prouve? Bah, rien. Absolument rien. Ça prouve rien parce qu'il faudrait pouvoir répondre à la question: que serait devenu M. Martin s'il n'avait pas été en emploi aidé? D'accord? C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le contrefactuel. Et effectivement, c'est en comparant le destin de M. Martin en emploi aidé et le destin qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas bénéficié d'un emploi aidé que vous allez pouvoir avoir une relation de causalité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas répondre à cette question. On peut pas. On ne peut pas y répondre parce que si M. Martin, il a eu un emploi aidé, je ne peux pas dire il n'a pas le don d'ubiquité. On ne peut pas dire qu'est-ce qui serait passé s'il n'avait pas eu d'emploi aidé. Donc il faut trouver des processus d'évaluation qui permettent quand même de répondre à cette question, comparer M. Martin en emploi aidé et M. Martin sans emploi aidé. Alors ce qu'on fait, ça c'est l'idéal, c'est ce qu'on appelle les expériences contrôlées. L'expérience contrôlée, c'est fondé sur un principe simple qui est la randomisation et qui a été mise en exergue, en particulier dans l'économie du développement, par Cécile Esther, pardon. Je confondais les hommes politiques et les savants, c'est pas bon. Par Esther Duflo, c'est ce qu'elle a fait sur l'économie du développement en Afrique. Elle a effectivement... alors, l'expérience contrôlée, ça veut dire quoi? C'est que vous prenez un groupe dont vous voulez savoir l'efficacité d'un programme. Par exemple, l'efficacité d'un vaccin. Bon. Ce qu'a fait Madame Duflo, elle a pris un groupe, elle l'a coupé en deux, en tirage aléatoire, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la randomisation. Un groupe qui va bénéficier du vaccin, par exemple, et un autre groupe qui ne va pas bénéficier du vaccin. Et on va regarder le devenir de ces deux groupes. Vous voyez bien que ça, c'est typiquement la même démarche que la médecine ou la biologie. C'est exactement pareil. Quand on veut tester l'efficacité d'un médicament, c'est ce qu'on fait. Les médecins et les biologistes prennent des groupes, ils coupent en deux. Il y a un groupe test à qui on administre le médicament, et un groupe de contrôle ou témoin qui a un placebo, ou rien. Voilà. Et on regarde s'il y a des différences entre les deux groupes. Bon. Si le groupe test qui a eu le médicament a été guéri plus que celui qui n'a pas eu le médicament, on dit, voilà, le médicament est la cause de la guérison. Et la cause de la guérison, parce que les caractères des gens sont répartis dans l'échantillon. Il y a tout est réparti dans l'échantillon. Il faut essayer d'avoir des échantillons pas trop petits, évidemment, mais tous les caractéristiques sont réparties, et donc ce qui va rester, c'est l'effet du médicament. C'est tout. Et ça a l'air de rien, mais c'est une révolution pour les économistes de raisonner comme ça. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours le faire. On ne peut pas toujours le faire. Je donnerai 1 ou 2 exemples de randomisation en économie. Je ne vais pas insister. Mais l'économie, elle est ennuyée, elle fait plus appel à ce qu'on appelle des expériences naturelles. Alors, expérience naturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez une politique migratoire, par exemple, vous décidez de fermer ou d'ouvrir les frontières. Okay. Vous ne pouvez pas faire comme si c'était une expérience contrôlée. Vous ne pouvez pas dire, je dis n'importe quoi, la moitié du territoire, on ferme aux immigrés, et puis l'autre moitié, on ferme pas. Hein. Parce qu'évidemment, tout va se mélanger et on ne saura pas. Et il y a énormément de politiques économiques qui sont dans ce domaine. La politique du SMIG, par exemple, aussi bien en France qu'ici, vous ne pouvez pas avoir un groupe test à qui on va payer le SMIC, et puis un groupe témoin à qui on ne va pas le payer, on va payer la moitié. C'est pas pensable, d'accord? Donc il faut imaginer d'autres choses. On verra comment on le fait, mais en gros, on y arrive. On y arrive, et je donnerai quelques exemples là-dessus. Alors, le menu, oui, ce que je vais essayer, c'est un peu ce que je disais au départ. Hein. Est-ce que l'économie, c'est des faits ou des opinions? On a le droit d'avoir des opinions, bien sûr. Mais si on veut faire de la politique économique, il faut s'appuyer sur les faits.
Voilà. Et ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'à travers un certain nombre de politiques économiques de l'emploi, ben on a des connaissances. Les économistes ont des connaissances. Ils peuvent dire des choses. Qui forment une espèce de consensus. Le consensus ne veut pas dire qu'il soit éternel, bien sûr. Le consensus peut bouger à l'occasion d'autres publications, d'autres recherches, d'autres études. Voilà. Donc je vais commencer par les programmes plutôt des programmes d'éducation. C'est pas vraiment de l'économie, mais les économistes sont des phagocytes de toutes les autres disciplines. Ils adorent parler d'éducation. Donc je vais commencer par un exemple de randomisation sur un programme d'éducation. Ensuite, je parlerai des politiques malthusiennes au sens où on pense que toute l'économie c'est un nombre fixe d'emplois et donc il faut arrêter l'immigration ou il faut réduire le temps de travail pour créer des emplois. Est-ce qu'on a des choses à dire là-dessus ou pas? Voilà. Je vais aussi parler du coût du travail. Bon, ça c'est le problème du SMIC ou du SMIG. Est-ce qu'on a des choses à dire? Oui, on a des choses à dire. Qui sont pas inintéressantes. Je vais parler des emplois aidés aussi. Je crois que c'est un sujet qui intéresse particulièrement l'économie tahitienne. Bon, je suis pas un spécialiste de l'économie tahitienne, mais on pourra en parler par consanguinité. Enfin, on verra ce que je raconte peut s'appliquer effectivement à l'économie tahitienne. Je vais parler un peu d'assurance chômage. Bon, j'irai très vite sur l'assurance chômage puisque c'est un sujet qui a a priori moins d'intérêt pour Tahiti, puisqu'il n'y a pas d'assurance chômage. Mais bon, on a quand même des résultats sur l'assurance chômage, et autant les donner. Voilà. Alors, si maintenant vous voulez aller plus loin, je vous conseille la lecture de 2 livres. Les ennemis de l'emploi, qui est paru en 2015, donc c'est un livre sur les politiques d'emploi, que j'écris avec Pierre Cahuc, mon collègue. Et aussi, Christian l'a signalé dans sa présentation, le négationnisme économique, qui est aussi qui est paru en 2017, toujours avec Pierre Cahuc, qui est un livre un peu plus polémique, mais bon, qui parle quand même des questions de méthode en économie, et bon, qui me semble. Alors, l'avantage de ces 2 livres, c'est qu'ils sont parus en édition de poche, donc vous n'allez pas vous ruiner si vous les achetez, et puis les auteurs vous en serez gré, bien sûr. Alors, je vais commencer par les histoires de randomisation. Comment ça marche? C'est simple. Je vais commencer par peut-être le plus célèbre programme qui a fait l'objet de randomisation en économie de l'éducation. C'est ce qu'on appelle le Perry Preschool Program, qui est un programme qui existe dans le Michigan depuis 1962 et dont la cible, c'est les très jeunes enfants, 3 ou 4 ans, issus de milieux très défavorisés. 3 ou 4 ans, d'accord? Donc c'est vraiment des très jeunes. En quoi ça consiste? Le but de ce programme, c'est de développer les capacités intellectuelles et favoriser la socialisation de ces jeunes. En quoi consiste le programme? Il consiste en un encadrement préscolaire quotidien de 2,5 heures quotidien, c'est beaucoup, quotidien, 2,5 heures pendant 2 ans, avec des groupes de petits effectifs, un adulte pour 6 enfants, donc c'est extrêmement encadré, vous voyez, encadré. Et la liaison permanente avec les parents qui retrouvent par petits groupes tous les mois. D'ailleurs, vous voyez que le dernier point, avoir un encadrement préscolaire quotidien de 2,5 heures pendant 2 ans en groupe de petits effectifs, évidemment, ça coûte cher. Évidemment, ça coûte cher. Donc il va falloir évaluer le coût de ce programme et les gains. Comment on a évalué? On l'a évalué à partir d'un échantillon de 123 enfants afro-américains. 58 ont bénéficié du programme, c'est le groupe test, et 65 ont été affectés à un groupe témoin qui n'en a pas bénéficié. D'accord? Les enfants participant à l'expérience ont été suivis à intervalles réguliers et ils ont aujourd'hui 55 ans. Vous voyez que c'est très important, parce que c'est des suivis sur la très 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 longue période. Et c'est comme ça qu'on peut évaluer l'efficacité des politiques économiques. Je pense que vous le savez bien, un Pôle emploi. Bon, savoir que 6 mois après, 1 an après, il y a on constate telle ou telle chose, ça suffit pas. C'est des choses sur le long terme, et ça, c'est vraiment une expérience tout à fait remarquable. En gros, on a suivi ces enfants sur toute leur durée de vie, tout simplement. Bon, alors j'ai mis un graphique, en fait, qui va jusqu'à 40 ans. D'une certaine manière, jusqu'à 55 ans, c'est exactement la même chose, c'est même pire. Alors, c'est les coûts et les bénéfices du programme. Alors normalement il y a des couleurs, mais visiblement sur
Le MacBook Pro, ça passe pas. Bon, donc c'est pas grave. Donc les premiers, je sais pas comment dire, les premiers cylindres, donc dommages aux victimes, justice, taxes, éducation, minima sociaux, c'est les gains du programme. Les gains du programme, en comparant le groupe qui a bénéficié du programme et le groupe qui n'en a pas bénéficié. D'accord ? Bon. Alors, dommages aux victimes, ça peut sembler étonnant, mais c'est le gain le plus important. C'est-à-dire que si vous prenez en charge les enfants entre 3 et 4 ans, au départ, de manière intensive, dans des petits groupes, vous diminuez considérablement les coûts liés à la délinquance. Très important. Et de manière spectaculaire. Vous diminuez évidemment en plus les frais liés à la justice, tout ça c'est des gains. Vous augmentez les recettes de l'État, parce qu'en général ce sont des gens qui n'ont pas connu justement la délinquance, qui ont travaillé, donc qui ont cotisé, qui ont payé des impôts. Pareil, les dépenses d'occupation, c'est un gain, puisque ce sont des gens qui n'ont pas besoin de programmes compliqués, ensuite prioritaires, soit pour les délinquants de 10 ou 12 ans qui coûtent très cher, donc il y a des gains. Pareil en termes de minima sociaux. Et ça, c'est les coûts du programme. Le coût du programme, c'est le dernier, vous voyez. Bon, c'est des dollars, peu importe. Ce qui compte, c'est l'échelle relative des gains et des coûts. Alors, parce que le coût, en gros, c'est le coût du programme au départ. Pendant 2 ans, on paye des gens à suivre un groupe d'enfants défavorisés. Et alors, c'est un des programmes les plus rentables du monde. En gros, pour $1 dépensé, il y a $9 de rendement. C'est considérable. C'est complètement considérable. Ça veut dire, bon, alors, ce programme-là, évidemment, c'est un exemple. Mais en gros, ça a été constaté sur la plupart des programmes éducatifs destinés aux jeunes enfants. D'ailleurs, je vais faire un petit bilan global que nous donne justement ce type d'études, groupe test, groupe témoin sur les politiques de formation. Forte efficacité des interventions éducatives sur les très jeunes enfants ayant des capacités faibles. Ça, c'est exactement le Perry School programme. C'est efficace, ça marche. Il faut intervenir le plus tôt possible. Par contre, l'efficacité des interventions éducatives diminue rapidement avec l'âge. Ça a été constaté à peu près partout. Aux États-Unis, en France, partout. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous êtes rentré dans des cycles plus ou moins de délinquance, de marginalité à 12 ou 13 ans, c'est extrêmement compliqué après d'en sortir. C'est des programmes qui coûtent très cher, qui ne sont pas très efficaces. Bon, donc il faut concentrer les aides à la formation sur les jeunes enfants, issus des milieux socialement défavorisés, où les capacités d'assimilation sont faibles. Et pour les adultes défavorisés, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut subventionner l'embauche. C'est beaucoup plus simple. Vous créez, peut-être, pas forcément, c'est pas exactement des emplois aidés, mais bon, une entreprise qui a envie d'employer quelqu'un qui a 55 ans, pourquoi pas le subventionner ? C'est pas absurde. En tous les cas, c'est plus efficace que de le mettre dans une formation qui ne servira à rien quand on a 50 ou 55 ans. Donc, alors pourquoi je vous ai mis cette diapo qui peut vous sembler un peu évidente, mais non. Parce qu'il y a l'idée, en France en tous les cas, mais j'imagine peut-être ici aussi, que l'éducation, c'est la panacée universelle. Que tout marche dès qu'on fait de la formation, de l'éducation, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai, en tous les cas, c'est pas ce que nous disent les études. C'est pas ce que nous disent les études, c'est pas vrai. Ça marche quand on intervient très tôt. Après, ça marche beaucoup moins bien. Et donc, il faut pas dépenser de l'argent là-dessus, il faut faire autre chose. Ce que je dis dans cette diapo. Voilà. Alors, ça, c'était les expériences contrôlées. Maintenant, on va passer aux expériences dites... j'ai oublié le nom, ça y est. Naturelles. Merci, Christian. Il y en a un qui suit. Voilà. Expériences naturelles. Exactement. Voilà. Et il y a eu pas mal... Alors là, il y a eu beaucoup d'études, dont je vais parler un peu, sur les questions d'immigration. La première étude sur l'immigration est celle qui a concerné les Cubains. Les Cubains, c'est ce qu'on appelle l'exode de Mariel. Ça a été la première étude sur ce thème faite par David Card, qui est un grand économiste américain. Alors comment ça s'est passé ? C'est très malin en fait. C'est très malin parce qu'il y a eu des manifestations entre mai et septembre 1980 à La Havane où un certain nombre de Cubains ont envahi, je crois que c'était l'ambassade du Pérou. Ils sont rentrés dans l'ambassade du Pérou. Ils ont occupé l'ambassade du Pérou en disant on veut partir. On veut partir. Bon, ça a été très chaud parce qu'il y avait les télévisions, évidemment,
pas beaucoup de monde s'en rappelle ici, mais il y avait les télévisions du monde entier qui suivaient en direct les Cubains dans le paradis castriste, et en fait qui voulait qu'une seule chose, c'était sortir. Et donc Castro a dit, bon, très bien, vous voulez partir, vous partez. J'ouvre un port qui s'appelle le port de Mariel, qui est un petit port de Cuba, et vous avez, alors je sais plus, entre mai et septembre, voilà, c'est ça, mai et septembre, donc ça fait quelques mois, vous partez autant que vous voulez. Voilà. Et après c'est fermé, c'est fini. Ceux qui ont décidé de rester, on construit le socialisme à la Havane, et c'est tout. Et il y a eu 125 000 Cubains qui ont émigré à ce moment-là. 125 000 Cubains, et ils ont tous été à Miami. C'est ça qui est intéressant. Ils ont tous été à Miami, qui est en face, tout simplement, qui est en face, et ce qui fait qu'il y a une hausse de la population active à Miami de 7%. C'est absolument considérable, une hausse de la population active de 7%. Ça correspond à 2 millions de personnes qui seraient rentrées en France. Donc c'est vraiment une expérience naturelle. Mais comment évaluer ça? Parce que si je sais qu'est-ce qui s'est passé à Miami, ben, je ne sais pas qu'est-ce qui serait passé si les Cubains n'étaient pas arrivés à Miami. J'ai toujours ce problème, je n'ai pas le don d'ubiquité. Alors, l'intelligence de David Carnes, c'est de dire, oui, mais il y a des villes qui ont les mêmes caractéristiques économiques que Miami. Atlanta, Los Angeles, Houston, Tampa, Saint-Pétersbourg, il y avait quelques autres peut-être, je ne les ai pas toutes notées, qui ont des caractéristiques économiques et démographiques qui sont équivalentes à Miami. Seulement, ça n'a pas été touché par l'immigration. D'accord ? Donc vous avez un groupe témoin naturel, en fait, qui sont ces villes qui n'ont pas été touchées par l'immigration, mais qui ressemblent beaucoup à Miami. Et donc on va comparer qu'est-ce qui s'est passé à Miami et dans ces villes. Voilà. Bon, je fais un petit tableau, il est très simple à comprendre. Vous avez les deux premières colonnes, c'est avant Mariel, ça veut dire avant l'immigration cubaine. Et la deuxième colonne, après Mariel, c'est après l'immigration cubaine à Miami. Et j'ai mis deux rangées, une pour les blancs et une pour les noirs. Excusez-moi, la clim et les ventilateurs ont eu raison de mon rhume. Bon. Et donc, avant Mariel, vous voyez, le taux de chômage à Miami, avant l'immigration cubaine, était de 5,1. Après Mariel, le taux de chômage diminue. Il diminue. Donc, l'immigration cubaine n'a pas fait augmenter le taux de chômage. Donc, vous avez, et ce que j'ai mis dans la dernière colonne, c'est la différence avant-après. Vous avez un gain, on pourrait dire, en point de pourcentage sur le taux de chômage de 1,2 à Miami. Simplement, je vous rappelle que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire tant que je n'ai pas comparé avec ce qui s'est passé dans les villes témoins. Dans les villes témoins, ben, on voit 4,4 taux de chômage dans les villes témoins, 4,3 après Mariel, donc un différentiel de moins 0,1. Autrement dit, le chômage a diminué aussi dans les villes témoins, mais beaucoup moins. D'accord ? Ce qui veut dire que, on va pas, il y a quand même des incertitudes évidemment là-dessus, mais il n'y a aucun effet dans cet exemple-là sur le chômage des Blancs avec l'immigration cubaine à Miami. Encore plus intéressant avec la population noire qui était a priori la plus vulnérable à l'immigration cubaine parce que moins qualifiée, donc ils pouvaient vraiment entrer en concurrence avec les immigrés cubains. D'ailleurs, vous voyez, le taux de chômage était de 8,3% pour la population noire avant l'exode et de 9,6% après l'exode. Ce qui fait qu'il y a une augmentation du chômage. Il y a une augmentation du chômage après l'épisode de Mariel. Et encore une fois, bon, maintenant vous avez compris ce que je vais dire, c'est qu'on ne peut rien dire tant que je n'ai pas comparé avec ce qui s'est passé dans le groupe témoin. Et dans le groupe témoin, c'est pire. Vous voyez, on est passé de 10,3% à 12,6%. Ça veut dire que le chômage a plus augmenté dans la population noire, dans les groupes témoins. C'est sûrement dû à des effets de conjoncture économique liés, je ne sais pas trop, enfin peu importe. Et donc, là encore, on ne peut pas dire que l'immigration a eu des effets
sur le chômage. Et vous voyez que là, un homme politique, et ça a été fait, un homme politique aurait pu être très démagogique là-dessus. Vous êtes un homme politique, vous n'avez pas envie de l'immigration des Noirs. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez simplement la troisième ligne. Oui, avant, il y avait 8,3%, monté à 9,6%. Il y a 1,3% de chômage en plus à cause de l'immigration. On peut faire de la démagogie là-dessus, c'est facile, d'accord? Bon, il faut lui demander à ce moment-là, les journalistes doivent lui demander, oui, mais dans les villes témoins, c'est combien? Voilà. C'est important parce que c'est comme ça qu'on peut avoir... Alors, je vais faire un petit bilan global des politiques, de l'immigration, hein, toujours, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont suivi sur l'immigration. On a eu en France, évidemment, l'indépendance de l'Algérie, tout le monde s'en rappelle, tout le monde connaît cet épisode, hein, où il y a eu 900 000 rapatriés en 1962. Bon, en gros, on a constaté une petite hausse du chômage. C'est pas aussi net qu'à Miami, mais il y a une petite hausse du chômage. Bon, peu importe les chiffres, disons qu'elle est faible. L'hausse du chômage est faible. On peut pas dire que il y a eu une aggravation de la situation. Il y a eu aussi des grandes études qui ont été faites sur le conflit. Bon, le XXe siècle a été riche en conflits. Bosnie-Kosovo, au début des années 90. Études sur 18 pays d'Europe. En gros, pareil, 10% de population étrangère en plus. Vous avez une baisse de l'emploi des résidents entre 0,2 et 0,7. Donc c'est des effets très faibles. Vous voyez, l'effet de l'immigration est très faible. Alors, peut-être une des études les plus intéressantes, c'est sur l'arrivée des immigrants, la plupart juifs d'ailleurs, qui venaient de la fin de l'URSS vers Israël, donc entre 89 et 95. Alors là, ça a été absolument monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a eu 610 000 immigrants vers Israël, ce qui correspond à 13,6% de la population active, ce qu'on appelle un choc démographique absolument considérable. Et les études ont montré sur Israël aucun effet sur l'emploi et les salaires. Bon. Voilà, donc la conclusion, c'est qu'en gros, il n'y a pas beaucoup d'effets de l'immigration sur l'emploi et les salaires, et il y en a d'autant moins, bon ça je vais juste signaler le résultat, que le fonctionnement des marchés est relativement fluide. Si vous avez pas mal de mobilité, pas trop d'entraves réglementaires, pas de barrières à l'entrée sur le marché des produits, bon, si vous avez une économie relativement réactive, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'effets de l'immigration. Attention, c'est pas une opinion sur l'immigration que je suis en train de donner. Attention, ce sont simplement ce que nous disent les études sur les effets économiques de l'immigration. Ok ? Voilà. Après, qu'il y ait des problèmes différents, ce n'est pas l'objet des économistes. Alors, bon, pour rigoler, comment les hommes politiques peuvent utiliser ce genre Enfin, comment les politiques peuvent utiliser l'immigration à des fins politiques. Bon, c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Une déclaration pendant la présidentielle 81 de Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste. Les patrons et le gouvernement recourent à l'immigration massive comme on pratiquait autrefois la traite des Noirs. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine, car cette politique constitue pour les patrons et le gouvernement un moyen d'aggraver le chômage, les bas salaires, les mauvaises conditions de travail. Donc là, le lien est clair. Hein, le lien est clair. Il faut arrêter l'immigration parce que ça augmente le chômage. Bon, le problème, c'est que c'est faux. La même déclaration, ou des déclarations similaires en 2012, avec Marine Le Pen, dans le programme du Front National 2012. La progression très sensible de l'immigration professionnelle est particulièrement condamnable en pleine crise économique, alors que le chômage explose dans notre pays et que le pouvoir d'achat des salariés s'effondre. L'immigration est une arme au service du grand capital. Bon, je voulais juste vous faire rire en écrivant cette phrase, évidemment. Trouvez dans le programme du Front National que l'immigration est une arme au service du grand capital. Bon, vous ne pouvez pas laisser passer. Mais c'est le même genre d'idée. Hein, c'est le même genre d'idée. L'immigration nuit, va augmenter le chômage, va abaisser les salaires, etc., etc. Donc voilà. Je vais continuer dans les politiques malthusiennes parce qu'il y a eu beaucoup de... Bon, la France s'est particulièrement distinguée dans les politiques malthusiennes, qu'on appelle aussi parfois de politiques de partage du travail, avec les fameuses 35 heures, dont tout le monde évidemment a entendu parler. Alors l'idée était claire. Hein. L'idée, on va passer de 39 heures à 35 heures, ce qui permettra de partager les emplois. Tout simplement. Donc on va, comme ça, faire diminuer le chômage, le sous-emploi, etc. La question, c'est est-ce que c'est vrai? C'est tout.
Est-ce que c'est vrai? Je vous donne le résultat, je vous donne l'assassin au départ. Non, c'est pas vrai. Alors comment on a fait pour évaluer ça? Donc vous avez les fameuses lois Aubry, où entre 1998 et 2002, la durée légale du travail passe par palier de 39 à 35 heures, sans diminution du salaire hebdomadaire. C'est le fameux slogan, vous vous souvenez, 35 heures, payé 39. D'accord ? Mais diminution du temps de travail. Tout le monde a 35 heures. Alors, les économistes sont des malins. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont aperçus qu'en 2000, la durée légale passe de 39 à 35 heures uniquement dans les entreprises ayant au moins 20 salariés. Ce n'est pas tout de suite pour l'ensemble des entreprises. Donc ça, c'est le groupe test. Entreprise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les groupes juste au-dessus de 20. C'est qui ont 21 employés ou 22 employés, qui, elles, sont concernées par la loi. Et puis en dessous, vous avez les groupes témoins. Ce sont les entreprises de moins de 20 salariés qui, elles, ne sont pas concernées par la loi. D'accord ? Sauf que, bon alors là, bien sûr, les statisticiens font des tas de programmes très compliqués, il faut faire très attention, mais l'idée est très simple. C'est de dire une entreprise qui a 21 salariés, à condition de bien la choisir, elle n'est pas très différente d'une entreprise qui en a 19. D'accord ? Or, il y en a une pour qui la loi s'applique et pas l'autre. Voilà. Donc il suffit que je compare ça. Bon, il faut faire des précautions, mais bon, les statisticiens français sont parmi les meilleurs du monde, donc il n'y a pas beaucoup de problèmes là-dessus. Et quels sont les résultats ? Entre 2000 et 2001, l'emploi augmente moins vite dans le groupe test que dans le groupe témoin. Donc ça a été une période d'augmentation globale de l'emploi, c'est vrai, mais ça a augmenté moins vite dans les entreprises qui ont réduit le temps de travail. L'explication vraisemblable, c'est le coût du travail. C'est le coût du travail. C'est qu'on a demandé à ces entreprises-là de payer 35 heures alors qu'il y en avait 39 avant. C'est-à-dire qu'ils ont pris, ces entreprises-là ont pris 10% de plus en termes de coût du travail. Bon, il y a eu ensuite, après, des usines à gaz pour faire diminuer le coût du travail par des allégements de charges, etc. Mais bon, au départ, le problème, il était là. Augmenter le coût du travail de 10%, ça ne peut pas ne pas avoir d'effet sur, évidemment, l'embauche. Ça, c'est quand même étonnant. Bon, il y avait une autre expérience, mais je vais essayer d'avancer un peu plus vite pour ne pas... Oh là, j'ai déjà pris beaucoup de temps, vous m'excuserez. Bon, il y a eu d'autres expériences sur l'Alsace-Lorraine, mais les résultats sont exactement les mêmes. C'est pas la peine, je vais sauter pour aller un peu plus vite. Pareil, je vais vous faire deux petites déclarations de Lionel Jospin, qui était l'artisan, justement, des 35 heures en 2014. Et c'est une déclaration qu'il a faite dans une interview, je crois, au Monde. Regardons quelques indicateurs économiques de notre pays entre 1997 et 2002, au moment où l'effet des 35 heures jouait à plein. Notre croissance économique a été supérieure d'1 point à la moyenne européenne. 2 millions d'emplois nets ont été créés, le chômage a été réduit de 900 000 personnes, et le taux de chômage est passé de 12,6% de la population active à 9%. Pendant le même temps, les déficits budgétaires et l'endettement ont été réduits, notre balance commerciale a été largement excédentaire. Autrement dit, quand j'étais au pouvoir, tout allait bien. C'était formidable. Il ajoute, j'indique là des faits incontestables. C'est vrai, ce sont les chiffres de la période. Alors, c'est là où il y a le glissement politique. C'est pas Jospin, c'est un classique de la politique. Les 35 heures n'ont pas empêché ces résultats macroéconomiques positifs. Elles ne les ont certes pas produits à elles seules, mais elles y ont contribué. Comment il sait ça ? Je ne sais pas. Enfin, plus exactement, les études qui ont été faites précisément sur les 35 heures, en comparant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les entreprises qui sont passées aux 35 heures, ils montrent que non, c'est pas vrai. Les 35 heures n'ont pas contribué. D'ailleurs, ensuite, il y a eu un retournement de la conjoncture, et la droite c'est pas évidemment dit, c'est la faute aux 35 heures. Bon. Tout ça, ce sont des déclarations politiques, et ça, c'est une illustration de ce que je disais au tout début de mon exposé, c'est la différence entre corrélation et causalité. Ce que fait Jospin, c'est une corrélation. Il dit, voilà, on est dans une période où tout va bien, c'est la période des 35 heures, c'est un peu grâce aux 35 heures, forcément. Non, on n'en sait rien. Peut-être ça aurait été encore mieux sans les 35 heures. Voilà, c'est ce genre de choses auxquelles il faut pouvoir répondre, et les études qu'on a répondent probablement. Ça aurait été probablement mieux. Bon, coût du travail,
bon, je fais un petit peu un panorama des politiques d'emploi. Je pense que c'est pas inintéressant. Coût du travail. C'est essentiellement le problème du coût du travail au niveau des basses qualifications. C'est là où il y a un problème du coût du travail. Pour les qualifications plus hautes, on est dans des taux de chômage faibles, c'est moins intéressant. Donc, coût du travail, pour une fois, je vais vous donner 2 études qui n'ont pas les mêmes résultats. Voilà. La première a été faite sur la France pour un dispositif qui avait lieu tout de suite après, ou pendant la grande, ce qu'on a appelé la Grande Dépression, hein, de 2008-2009, où là, effectivement, il y a eu un effondrement des valeurs économiques, et c'était Sarkozy, hein, à l'époque. Et il a décidé que dans les entreprises de moins de 10 salariés, il y aurait exonération totale des cotisations patronales au niveau du SMIC. Puis ensuite, exonération dégressive jusqu'à 1,6 SMIC. Bon, là, c'est facile pour les économistes. On va prendre comme groupe test les entreprises de 8-9 salariés. Elles ont eu les abaissements de charges. Et celles qui ont 10-11 salariés, elles ne l'ont pas eu. Elles n'ont pas eu, elles étaient en dehors de cette loi. Et c'est important, hein, exonération totale des charges patronales, c'était du style 12 points de coût du travail, hein, ça faisait beaucoup. C'était un vrai choc, hein, du point de vue du coût du travail. Et ça a été très efficace. C'est-à-dire que l'emploi dans les TPE, donc ces petites entreprises, est très sensible au coût du travail aux alentours du SMIC. Hein. On a en gros un résultat, bon, il vaut ce qu'il vaut, mais ça donne un ordre de grandeur, une réduction du coût du travail de 1% du salaire accroît l'emploi de 2%. D'accord ? C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est efficace. Bon, ça donc, le SMIC, enfin, baisser le coût du travail, c'est bon. Ça veut dire, en gros, augmenter le SMIC, c'est pas bon. Si on voit l'autre face de la médaille. Mais les États-Unis ont un résultat différent. Et il n'y a pas que les États-Unis et la France. Il y a pas mal d'études qui donnent des résultats différents et il faudra essayer de les expliquer. Ça aussi, c'est une des études les plus emblématiques de la recherche dans l'évaluation des politiques publiques. C'est fast food et salaire minimum. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, la plupart des employés, je pense en France aussi d'ailleurs, la plupart des employés dans les fast-foods sont payés au niveau du salaire minimum. Okay ? Et ce qu'a fait, c'est encore 2 économistes américains, ils ont fait une étude, donc 92, donc ça fait déjà un bout de temps. Ils ont constaté que dans le New Jersey, le salaire minimum a augmenté de 19%. Parce qu'aux États-Unis, le salaire minimum, il est décidé État par État. Il ne faut pas oublier. Donc le New Jersey a eu le droit. Il a décidé d'augmenter le salaire minimum. Bon. Mais par contre, il n'a pas bougé dans l'État de Pennsylvanie, qui est l'État voisin. D'accord ? Et ce qu'ont fait Kahn et Kruger, ils ont pris 473 fast-food à cheval sur la frontière. D'accord ? Certains étaient touchés par l'augmentation du salaire minimum, ça, c'est dans le New Jersey, et d'autres n'étaient pas touchés par l'augmentation du salaire minimum, c'était en Pennsylvanie. D'accord ? Et donc, ils vont pouvoir comparer, est-ce que l'emploi a augmenté ou diminué plus dans le New Jersey ou en Pennsylvanie. Bon, donc le groupe test, vous l'avez tous compris, c'est le fast-food du New Jersey, là où on a augmenté le salaire minimum. Le groupe témoin, c'est les fast-food de Pennsylvanie, pas de problème. Bon, l'enquête, peu importe, j'avance. Voilà le résultat. Le résultat est assez parlant. Donc, vous prenez les témoins. Donc, le groupe témoin qui n'a pas connu d'augmentation du salaire minimum. L'emploi moyen par restaurant, c'est-à-dire que la taille moyenne de l'emploi dans les fast-foods est passée de 23,63 à 21,50. C'est-à-dire que l'emploi a baissé. D'accord ? L'emploi a baissé de 2,13 points de pourcentage. En tous les cas, il a baissé. Et il a baissé de manière significative. Alors que le salaire n'a pas bougé. Okay ? Et dans le groupe test, donc le New Jersey, où le salaire minimum a augmenté de 19%, ce qui n'est pas rien, hein, on est passé de 20,51 à 20,71. Bon, disons que l'emploi aurait augmenté vaguement de 0,20. Enfin, disons qu'on est dans l'épaisseur du trait, ça n'a pas eu d'effet sur l'emploi. Okay ? Ça veut dire qu'on a un résultat qui est contradictoire avec l'étude sur la France. D'un côté, le salaire minimum, il va détruire des emplois si vous l'augmentez, donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire des abaissements de charges. Et puis là, rien, il suffit d'augmenter
le salaire minimum, c'est bon, ça marche. Cet article, ça a été un peu une révolution dans le milieu des économistes, hein, parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'est-ce qui se passait. On ne pouvait pas comprendre qu'est-ce qui se passait. Les économistes ne pouvaient pas comprendre pourquoi, si on augmente le coût du travail, on va quand même accroître l'emploi, ou en tous les cas ne pas le diminuer. Bon. Comment l'expliquer? Parce que c'est ça aussi l'intérêt du retour entre les expériences et la théorie, c'est d'essayer d'avoir une explication. Bon, ceux qui commencent à décrocher, là, ils peuvent passer des SMS, hein, ça va être les 2 diapos les plus ennuyeuses. Là. Un peu de théorie, donc vous faites ce que vous voulez. Hein, ouais. On plomber un peu l'atmosphère, c'est pas grave. Donc un peu de théorie. Alors, les économistes, bon, c'est une explication un peu simple que je vais vous proposer. Les économistes ont l'habitude de comparer des situations dites de concurrence parfaite avec des situations de concurrence imparfaite. Situation de concurrence parfaite, ça veut dire que, a priori, tout le monde peut se déplacer comme il veut, sans coût, pas de problème. Les entreprises peuvent s'ouvrir pareil, n'importe où, sans aucun coût, etc., etc. C'est un peu un monde, il ne faut pas se moquer trop de ce monde-là, c'est une espèce de monde idéal hein, qui sert de référence. Bon, et dans ce monde idéal, dès lors que tout le monde peut se déplacer partout, si un salarié il va dans une entreprise qui va lui proposer un salaire en dessous de sa productivité, ben il s'en va, hein, il va voir l'entreprise d'à côté. Donc dans ce monde-là, le salaire, en gros, il est indexé sur la productivité du travail, c'est-à-dire sur la valeur ajoutée que va apporter le travailleur. Dans ce cas-là, toute hausse du salaire minimum est catastrophique, évidemment, puisqu'on va passer, le salaire il vaut ce qu'il vaut, on va faire un salaire minimum au-dessus, je vais forcément détruire des emplois, parce que je vais être au-dessus de la productivité. Ça, c'est un peu l'idée classique hein, des économistes sur... c'est ce que je dis, pas d'embauche, etc. Bon. Mais le monde réel, il n'est pas celui de la concurrence parfaite. Le monde réel, il est celui de la concurrence dite imparfaite. Imparfaite, ça veut dire que, prenons un exemple très simple, quand un travailleur recherche un emploi, comment il fait? Vous savez bien. Il regarde des emplois vacants, hein, il regarde des emplois vacants, il en trouve un, il va voir l'emploi vacant, et attention, le fait d'aller voir un employeur avec un emploi vacant, ça donne un pouvoir à l'employeur. Ça donne un pouvoir à l'employeur, parce que s'il refuse cet emploi vacant, ça dépend des marchés, bien sûr, mais ça risque d'être très difficile ensuite pour lui d'en retrouver un, en tous les cas, relativement rapidement. Donc, la concurrence imparfaite, je vais simplifier l'extrême, mais je pense que c'est assez clair quand même. La concurrence imparfaite, elle va vous dire le pouvoir des employeurs, évidemment, parce que les employeurs ne sont pas des mécènes, hein, ils peuvent payer en dessous de la productivité du travailleur, ils vont le faire, tout simplement. Ils vont le faire, ils vont faire plus de bénéfices comme ça. Bon, mais s'ils font plus de bénéfices, vous voyez tout de suite que vous avez un écart entre le salaire et la productivité. D'accord? Et cet écart entre le salaire et la productivité, je peux glisser le salaire minimum au milieu. Pourquoi je peux le faire? Parce que tant que je suis en dessous de la productivité, il ne va pas être très content, l'employeur, évidemment, mais il va toujours faire des profits positifs. Donc il n'y a strictement aucune raison qu'il n'embauche pas les gens. Et vous allez avoir un phénomène en plus d'appariement, comme on dit, d'attraction des nouveaux emplois, hein, parce qu'ils sont mieux payés, qui fait qu'on va avoir plus d'emplois. Effectivement, on peut montrer, de manière un peu formelle, que dans ce monde, on va avoir un salaire minimum plus fort que le salaire des employeurs, et qui en même temps va augmenter les emplois. Donc, en gros, la théorie, elle va nous dire, on arrive à la fin de la première diapo, donc vous pouvez arrêter les SMS, mais la deuxième, ça va être pire. Alors, elle nous dit en gros quoi? Si vous partez d'un salaire minimum relativement faible, donc en dessous de la productivité, là c'est pas mal, parce que vous n'aurez pas d'effet négatif. Les employeurs vont faire moins de profit, mais ils vont en faire quand même, donc ça ne va pas les gêner pour employer. Par contre, si vous partez déjà d'un salaire minimum élevé, c'est-à-dire que vous êtes au-delà de la productivité du travailleur, là ça ne va plus. Parce que là, effectivement, l'employeur va être obligé de détruire des emplois. Parce que ça va lui coûter, il ne va pas employer des gens parce que ça lui coûte de l'argent. C'est pas possible. Ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que c'est une théorie qui réconcilie, vous voyez, ces deux résultats. Et je vais quand même
puisque j'ai été invité par Christian Montet, je ne peux pas ne pas parler d'intensité de la concurrence à propos de ce sujet, parce qu'il y a eu une étude très récente aux États-Unis, justement, sur ces questions d'intensité de la concurrence et de salaire minimum. Donc c'est une étude qui est sur tous les emplois vacants, qui a été faite, une étude vraiment très, très, très importante, qui a été faite sur tous les emplois vacants qui étaient postés en ligne aux États-Unis. Et les auteurs ont pris, pour chaque métier, mais à un niveau très fin, ils ont calculé un indice de concentration, ils ont calculé l'intensité de la concurrence sur chaque marché. Vous voyez que ça rejoint un peu ce qu'on raconte tout à l'heure, ce que j'ai raconté auparavant, sur le pouvoir des employeurs. Donc ils ont pu identifier un pouvoir propre des employeurs sur chaque marché. Et ils ont pu estimer, SM, c'est-à-dire non pas sadomasochiste, mais salaire minimum, ils ont pu estimer l'effet du salaire minimum sur l'emploi selon la valeur de l'indice de concentration. Okay, et ça, c'est assez intéressant comme résultat. Donc les marchés les moins concentrés, en gros, ils ont coupé en trois. Ils ont un tiers des marchés les moins concentrés, donc là où la concurrence est la plus vive, si on veut, un tiers des marchés au milieu, et un tiers des marchés les plus concentrés, donc qui sont les moins concurrentiels. Un tiers des marchés les moins concentrés, la hausse du salaire minimum avait un effet significativement négatif sur l'emploi. C'est-à-dire qu'on retrouve effectivement le résultat du modèle concurrentiel. Quand on est dans un modèle concurrentiel, c'est ça, des marchés moins concentrés, où la concurrence joue plus qu'ailleurs, et augmenter le salaire minimum, ça va avoir des effets négatifs. Au milieu, en gros, on trouvait que c'était à peu près nul. Et ce qui est intéressant, c'est un tiers des marchés les plus concentrés, donc les marchés qui vraiment, où il y avait le plus de phénomènes, disons, d'oligopole, de monopole, de choses comme ça. Et là, ils ont constaté, c'est très intéressant, que la hausse du salaire minimum avait des effets significativement positifs. Ça veut dire, alors ça faudrait le vérifier, mais je pense que c'est quasi évident, que quand vous êtes dans une situation où les marchés sont très concentrés, vous profitez de cette situation, vous mettez des salaires, évidemment, plus faibles que ce que vous aurez amené la concurrence, et l'État, il peut rectifier cette situation en augmentant, en plaçant un salaire minimum un peu plus élevé. OK ? Alors, j'ai dépassé mon temps, mais je ne peux pas ne pas parler des contrats aidés. Je pense que je vais peut-être m'arrêter après les contrats aidés, ça risque d'être un peu long sinon. Les contrats aidés, donc pourquoi ? Parce que j'ai cru comprendre que c'est un sujet relativement sensible ici. Alors, je ne sais pas si ce que je vais raconter a une application sur Tahiti, mais peut-être, après tout. Donc l'idée, c'est quel serait devenu le bénéficiaire d'un contrat aidé s'il n'en avait pas bénéficié. Ça, je pense qu'à force de le répéter, vous commencez à le comprendre. Et ce qu'on fait pour les contrats aidés, on fait ce qu'on appelle des méthodes d'appariement. C'est un mot un peu barbare, mais qui signifie simplement que, parce qu'on a des échantillons énormes sur les contrats aidés, évidemment, à chaque fois que vous avez un bénéficiaire de contrat aidé, vous allez lui associer un non-bénéficiaire qui lui ressemble le plus. Même style de diplôme, même style de carrière, etc. etc. Alors c'est un peu approximatif, mais quand on a des très gros échantillons, c'est une bonne méthode et qui amène assez peu d'erreurs. Et il y a eu des études qui ont été faites à la fois sur la France, récemment, bizarrement, alors que la politique des emplois aidés, elle date des années 70, et sauf erreur de ma part, il y a eu plus de 120 dispositifs différents qui se sont succédés sur les emplois aidés, et ça a été on a commencé à les évaluer il y a peut-être 2-3 ans. C'est assez extraordinaire. Enfin, on en reparlera si vous voulez. Alors, donc voilà. Alors c'est simple, les résultats qu'on a sur la France, mais on les a aussi sur la Suède, sur l'Allemagne, qui ont été des grands utilisateurs de contrats aidés. C'est qu'il y a une distinction fondamentale entre le secteur marchand et le secteur non marchand. Secteur marchand, ça c'est la première. Alors j'ai pris deux exemples, qui étaient deux types de contrats aidés. Alors contrat aidé, ça veut dire qu'en gros le coût du travail est pris en charge, ça dépend des contrats, entre 30, 60, 70% du coût par l'État ou les collectivités. Donc, il y a eu un contrat aidé dans le secteur marchand qui s'appelait le CIE, donc qui était destiné aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi.
et un contrat d'insertion revenu minimum d'activité qui était réservé aux allocataires des minima sociaux. Donc c'est vraiment destiné aux personnes qui ont les parcours les plus compliqués ou défavorisés sur le marché du travail. Bon, et ce petit tableau, il est très simple à comprendre. Il suffit de regarder lecture. Lecture, 2 ans et demi après leur entrée en CIE, donc ça c'est la première colonne, CIE dans le contrat initiative emploi, les bénéficiaires ont une probabilité d'être en emploi non aidé de 23 points plus élevée qu'en l'absence du passage en dispositif. Donc si on compare le groupe test, le groupe témoin, vous avez une différence de 23 points, ce qui est considérable, c'est énorme. Donc ça marche, bien que ça marche. Alors ce qu'on évalue, c'est le retour à l'emploi, hein. C'est ça qui est évalué, hein. Attention. C'est pas le reste. Est-ce qu'il est plus heureux? Je ne sais pas. C'est le retour à l'emploi. Est-ce qu'il retrouve un emploi ou pas? Bon, le CIRMA, on tombe à 17, mais c'est quand même des chiffres énormes. C'est vraiment une grosse réussite. Et pour les études qui ont été faites en Suède ou en Allemagne, on a des chiffres encore plus importants. On a des 40 points d'écart, des choses comme ça. Alors maintenant, dans le secteur non marchand. Le secteur non marchand, bon, vous savez ce que c'est, hein, c'est les associations, les mairies, tout ce que vous voulez. Donc il y a le même genre de choses dans le secteur non marchand, des emplois aidés. Vous avez le contrat d'accompagnement, bon, ce sont 2 exemples hein, qui existaient il y a quelques années. Contrat d'accompagnement dans l'emploi, CAE, destiné aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, bon c'est pareil. Hein. Contrat d'avenir, CAV, réservé aux allocataires des minima sociaux, c'est toujours ciblé sur des publics particulièrement défavorisés, particulièrement difficiles à intégrer dans l'emploi. Et là, c'est pareil, hein. Vous regardez l'item lecture, 2 ans et demi après leur rentrée en CAE, donc la première colonne, donc en contrat d'accompagnement dans l'emploi, les bénéficiaires ont une probabilité d'être en emploi non aidé de 8 points moins élevés qu'en l'absence du passage dans ce dispositif. Bon, là c'est moins 6 pour l'autre. Oui, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelqu'un qui n'aurait pas bénéficié d'un emploi aidé dans le public, il serait sorti plus vite. Vous voyez ? C'est pas facile à expliquer non plus. Hein. Bon, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que ce genre d'emploi, les entreprises n'aiment pas beaucoup. Une fois qu'ils sont passés par les emplois aidés du secteur non marchand, ça les stigmatise. Les entreprises, elles se méfient. Elles disent, ouais, oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été ramasser des feuilles dans un cimetière, il a coupé les fleurs, pas trop. Et je pense, bon, je caricature, hein, je vais vite, mais c'est important. C'est important, c'est que l'emploi marchand, vous êtes tout de suite en situation, tout simplement. L'emploi non marchand, c'est compliqué. Alors, je ne veux surtout pas dire qu'il ne faut pas d'emploi aidé dans le secteur non marchand. Mais il en faut très très bien ciblé, avec parcimonie, sur des gens qui sont suivis longtemps, formation, accompagnement, etc., etc. Parce qu'il y a des gens qui sont effectivement en dehors du marché du travail. Donc ceux-là, il faut mettre le paquet. Mais avoir une politique comme on avait en France, où on dépensait, mais c'était absolument monstrueux, plus de 4 milliards d'euros par an, majoritairement dans le secteur non marchand, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Bon, c'est un petit graphique qui est tout bête. C'était juste pour montrer la création d'emplois. C'est les emplois aidés, si vous voulez, dans le secteur public. C'est juste pour vous montrer la ligne rouge et la ligne violette, c'est l'Allemagne et la Suède. Vous voyez qu'au bout d'un moment, ils arrêtent les emplois aidés. Ils arrêtent la politique d'emploi aidé, ce qui prouve que les économistes servent à quelque chose. Les économistes leur ont dit ça sert à rien, il faut arrêter. Ils ont arrêté. Dans le secteur public, hein, secteur donc non marchand. La France a une politique beaucoup plus erratique. Vous voyez, beaucoup plus erratique. Ça, c'est la courbe bleue. On monte, on descend, on n'arrive pas à savoir exactement, parce qu'on est dans le cycle politique en France avec les emplois aidés. On est dans le cycle politique. C'est aussi bête que ça. Donc, un emploi arrive. Je vais créer vite des emplois. C'est ça l'intérêt de l'emploi aidé. Vous créez vite des emplois, vous faites baisser vite un tout petit peu le taux de chômage. Donc, c'est bon. Mais on le paye plus tard. Bon. Alors, il y a eu des réformes très récentes. On peut en parler. Je ne suis pas complètement fanatique des réformes Macron sur les emplois aidés. Mais bon. En tous les cas, il a quand même arrêté cette espèce de fuite en avant. Bon. Alors, l'assurance chômage, je ne sais pas si c'est... Bon. En gros, je vais aller vite quand même, parce que là, ça commence à faire long.
On a eu, là aussi, il y a énormément d'évaluations, tests, témoins, et les résultats, ils font pas forcément plaisir. Ils font pas forcément plaisir, ils vous disent tout simplement, si vous augmentez le ratio de remplacement, c'est le rapport entre l'allocation chômage et le dernier salaire. Okay, c'est ce qu'on appelle la générosité du système d'allocation chômage. Si vous l'augmentez, vous augmentez la durée du chômage. En gros. Bon, avec des différences, mais en gros, les études, elles vous disent ça. Si vous augmentez la durée d'indemnisation, donc durée d'indemnisation, c'est combien de temps vous allez toucher le chômage. Pareil, si vous augmentez la durée d'indemnisation, vous augmentez aussi la durée du chômage. Bon, ça ne fait pas forcément plaisir, mais comme disait Lénine, je crois, les faits sont têtus. C'est comme ça. Alors, il y a un argument qui est souvent avancé, c'est de dire, mais attention, si on augmente la période d'indemnisation, on va peut-être améliorer la qualité des emplois trouvés, ce qui est une vraie question. Si c'est le cas, il faut dire, bah oui, c'est bien. C'est pas le cas. Pas de chance. C'est pas le cas en France. Enfin, il y a eu quelques études qui ont été faites sur la France. Eh ben, on ne trouve pas d'amélioration des emplois trouvés. On peut rester plus longtemps au chômage. Les emplois qu'on trouve ne sont pas meilleurs que ceux qu'on trouve avec moins de durée d'indemnisation. Par contre, c'est vrai aux États-Unis, aussi bizarre que ça puisse paraître. Je pense aux États-Unis, c'est vrai parce que la durée d'indemnisation est très faible, donc ça joue très vite, quoi. Un petit peu plus d'indemnisation, on va tout de suite chercher peut-être un emploi un peu meilleur. En France, ça marche pas. Donc, vous voyez, on pourra parler éventuellement de l'assurance chômage à Tahiti, bien que je suis pas sûr d'avoir grand-chose à dire, mais bon. Voilà. Et je vais terminer par des réflexions là-dessus. Science et politique. Si Christian me laisse encore 2 minutes. 2 minutes. Pourquoi je voulais terminer là-dessus? Parce que j'avais démarré l'exposé en disant l'économie est une science. Bon. Une science comme les autres, comme la médecine, la biologie. Voilà. C'est pas de la physique, bien sûr, mais c'est une science. Et ce qu'on constate très souvent, c'est que les résultats des approches scientifiques, pas qu'en économie, ne sont pas acceptés par les populations. D'accord ? Et il y a eu 2 études assez intéressantes, toujours qui ont été réalisées par le professeur Dan Kahn, qui est un psychologue en fait, psychologue, political psychology, voilà, c'est ça, qui sont très intéressantes. Il a pris un gros échantillon d'Américains, donc. Il y a une première question, ce que j'appelle science et politique. Il leur a demandé, c'est en anglais, donc j'ai mis la question exacte, mais l'idée, en gros, c'est est-ce que vous croyez au réchauffement climatique? Voilà. Plus exactement, est-ce que vous croyez à l'influence humaine dans le réchauffement climatique? Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis donc le résultat de la probabilité de réponse, est-ce que vous répondez oui et non dans l'axe vertical. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a mis en ordonnée, donc en abscisse, pardon, l'axe horizontal, le niveau scientifique des gens. C'est-à-dire que plus vous allez à droite sur l'abscisse, plus vous êtes scientifiquement formé. D'accord ? Le premier graphique, pourquoi c'est des petits bâtonnets, peu importe, c'est des histoires d'intervalle de confiance, peu importe. Ce qui compte, c'est que ça monte. Ça semble logique. Ça semble logique. Plus vous devenez scientifiquement fort, enfin, plus votre bagage scientifique est élevé, plus vous croyez que le réchauffement climatique, il est lié, il y a une part du réchauffement climatique qui est liée à l'activité humaine. Hein. Voilà, c'est ce que dit le GIEC. Et ensuite, il a eu l'idée de dire, oui d'accord, mais dans mon échantillon, je vais le couper en 2. Je vais prendre d'un côté les démocrates, et de l'autre côté, les républicains. Ceux qui se disent, moi je vote démocrate, et moi je vote républicain. Et il a fait la même chose. Et oui, c'est tout à fait extraordinaire, le résultat. Tout à fait extraordinaire. Parce que les démocrates, ça monte, mais ça monte fort. Ça monte fort. Et les républicains, ça descend. Ça descend, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous êtes un électeur républicain scientifiquement mieux formé que les autres, vous avez tendance de moins en moins à croire au réchauffement climatique par l'effet des activités humaines. C'est très fort comme résultat. C'est très fort. Et il a fait la même chose. Il a fait la même chose sur les histoires qui est un sujet très sensible aux États-Unis, sur comment on appelle ça ?
le créationnisme, voilà, le créationnisme, merci Christian. Le créationnisme, donc les théories darwiniennes de la création. Bon. Human beings, as we know today, developed from earlier species on animals. C'est la théorie de l'évolution. Théorie de l'évolution. Est-ce que vous y croyez ou pas? Même résultat. En moyenne, les gens qui sont plus formés scientifiquement, bah oui, bien sûr, on y croit. Et là, il a fait, non pas, il a coupé l'échantillon, non pas par opinion politique, mais par opinion religieuse. D'accord? Donc, il a fait un groupe, bon, je ne sais pas comment il a fait ces indicateurs, peu importe, qui sont plutôt religieux, below average religiosity, et les gens qui sont plutôt, below, qui sont en dessous du niveau moyen de religiosité, et le graphique en ocre, qui sont en dessous du niveau de religiosité. Alors, c'est pareil que pour les opinions politiques. Hein. Plus vous êtes formé scientifiquement, mais plus vous êtes croyant, d'une certaine manière, ou plus vous êtes religieux, vous y croyez de moins en moins. Vous croyez de moins en moins à la théorie de l'évolution. C'est la courbe qui descend. Non, je suis dans le mauvais sens, peut-être. Non, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc, divergence spectaculaire des courbes selon les opinions politiques et les convictions religieuses, que pour les questions politiquement sensibles. Bon, réchauffement climatique, théorie de l'évolution. Maintenant, si vous avez les mêmes questions sur la taille de l'électron, vous n'aurez pas ce genre de divergence. Tout le monde s'en fout, hein, la taille de l'électron. Bon. Alors, pourquoi les gens adhèrent ou pas? C'est ça la question essentielle. Pourquoi les gens adhèrent ou pas? Ce qu'on raconte le GIEC, ou en général ce qu'on raconte les sciences. Tout simplement, c'est ce que disent les psychologues expérimentaux, c'est de savoir ou pas si ça nous fait sortir de notre groupe culturel, de la famille à laquelle on appartient. D'accord? Si vous êtes en contradiction avec votre groupe culturel, même scientifique, vous allez privilégier le groupe culturel auquel vous appartenez. Si je suis fondamentalement républicain, j'ai beau être scientifiquement formé, je vais d'abord choisir mon groupe. Ça, c'est quasiment aussi un résultat évolutionniste. Hein. Les êtres humains se regroupent selon les groupes culturels, les familles, etc. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que la science a beaucoup de mal à passer quand on a ce genre de choses. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai déjà été beaucoup trop long. Je vous remercie. Ouais.